Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du dernier segment de la franchise Alien, le fameux Romulus, sorti en 2024, qui succède donc à l'épouvantable Alien Covenant, sorti 7 ans plus tôt. Que le temps passe vite. Alors je sais, j'arrive un peu après la bataille sur celui-là, mais j'en ai entendu tellement parler que je tenais absolument à m'en faire une idée personnelle et vous livrer mes observations sur la chose, pour ce que ça vaut. Comme le veut la tradition, et histoire de mettre nos pendules à l'heure, je vais faire un bref résumé de l'histoire. D'abord, nous devons prier. Les événements de Romulus se passent peu de temps après l'explosion du Nostromo, donc entre les deux premiers films. On y suit un groupe de 5 jeunes gens, accompagnés d'un androïde, qui décide pour s'extraire des conditions d'esclavage dans lesquelles les maintient Weyland Yutani, de voler des caissons de stase sur une station scientifique abandonnée, afin de pouvoir faire le voyage de 9 ans qui leur permettra de vivre dans un système plus accueillant. Bien entendu, rien ne se passera vraiment comme prévu et le groupe se retrouvera rapidement confronté à nos xénomorphes préférés. Pour parler franchement, je suis totalement mystifié par l'avalanche de bonnes critiques que reçoit ce film. Alors c'est vrai qu'il a aussi un nombre conséquent de détracteurs, mais j'ai tout de même l'impression que la quantité de gens surexcités par la chose l'emporte sur ceux qui n'ont pas aimé, dont je fais partie, vous l'aurez compris. Alors qu'est-ce qui a bien pu plaire autant aux masses dans Alien Romulus? Commençons par cette question mystérieuse. Que signifie cette plaisanterie? Eh bien c'est un peu toujours la même chose. En gros, on hypnotise le spectateur avec des paillettes, à savoir un peu d'action, quelques explosions, l'illusion de l'authenticité, et une palanquée de clins d'œil parfaitement lourdeaux et inutiles. Et justement, pour comprendre, parlons-en un petit peu plus en détail. Pour commencer, l'univers d'Alien et des films qui lui ont succédé est respecté quasiment à la lettre. Trop à la lettre même, mais j'y reviendrai plus tard. Visuellement, on est en terrain connu avec le design des décors, les costumes, le look des interfaces des ordinateurs. Le production design, comme ils disent outre-Manche, est parfait. Tout ressemble à s'y méprendre aux 2 premiers chapitres de la saga. L'ambiance générale colle à la perfection au style posé par Ridley Scott et James Cameron, si on met de côté les 40 premières minutes de film dont les éclairages vraiment très orangés rappellent plus Blade Runner 2049 et la plupart des productions de ces dernières années qu'un épisode d'Alien. Le film est aussi truffé de clins d'œil aux précédents chapitres de la saga et il semblerait que le procédé ait séduit les foules peu regardantes, trop heureuses de se retrouver de nouveau en terrain connu. Et quand je parle de clins d'œil, ce ne sont pas 2 ou 3 références par-ci par-là, mais carrément du pillage à grande échelle. Je reviendrai dessus aussi un peu plus loin. Je peux aussi comprendre dans une certaine mesure le soulagement que certains auront éprouvé à la vision d'une intrigue dont les tenants et aboutissants restent basiques, surtout après les délires philosophico-prétentieux et surtout très indigestes de Prometheus et Covenant. Je crois que tout le monde est raccord là-dessus. Troisième chose qui a probablement stimulé l'audience, c'est le rythme du film. En effet, une fois passé la phase d'exposition, c'est-à-dire au bout de 40 minutes à peu près, le film commence à proposer pas mal de scènes d'action dont certaines, sans être vraiment excitantes, restent assez satisfaisantes. Les bestioles attaquent, la naissance de l'alien est conforme à ce qu'on a vu dans les autres films, les catastrophes s'enchaînent avec un bon rythme et les problèmes s'accumulent jusqu'à la fin. Ça cavale dans tous les sens, c'est le chaos et tout ça est censé nous impressionner. En tout cas, ça a suffi pour satisfaire beaucoup de monde. Fantastique, je me suis jamais autant marré, ça a été super génial! Ouais. Production contemporaine oblige, on a droit à un casting rajeuni avec un groupe de jeunes adultes issus d'une génération sacrifiée. Et ça, vous l'avez bien deviné, c'est pour séduire nos jeunes d'aujourd'hui. Donc ça fume du pétard, ça fanfaronne et ça sort des blagues salaces dès que possible. Et pourquoi pas après tout? Ça se faisait aussi dans Aliens, me direz-vous. À la différence près que dans Aliens, les Marines se chambrent entre eux mais on comprend vite qu'ils s'apprécient réellement et se soutiendront jusqu'au bout, ce qui est loin d'être le cas avec les brimades et les humiliations que subit l'androïde Andy par exemple. Je m'attendais à trouver des personnages idiots et des mauvais acteurs, mais au final le principal problème du film ne se situe même pas là. Les acteurs sont globalement bons. Kylie Spiney n'est pas Sigourney Weaver, mais elle vaut bien Noomi Rapace dans Prometheus par exemple. Je la trouve même un peu plus charismatique. David Johnson fait du bon boulot dans le rôle de l'androïde Andy, sa relation avec Rain fonctionne plutôt bien, sans être spécialement émouvante, et les autres acteurs s'en sortent également plutôt pas mal, bien qu'ils jouent des personnages irritants comme Kay et Bjorn. Enfin, la musique de Benjamin Wallfisch est plutôt réussie elle aussi, même si elle pique à droite à gauche dans les thèmes déjà connus des épisodes précédents. À ce titre, elle est au diapason de ce qui se passe dans Romulus. Bref, sur le papier, Alien Romulus n'est pas si mal écrit que ça dans l'absolu, avec son petit groupe d'individus tenus par le temps et confinés dans l'espace avec les monstres. Il y avait de quoi faire quelque chose de cohérent, mais pour commencer, le scénario est parsemé d'un certain nombre de trous béants qui laissent vraiment perplexe. Des problèmes? J'ai l'impression. Par exemple, pourquoi Rain et sa bande sont-ils les seuls à capter le signal de détresse de la station orbitale?
Vu les conditions de vie à la surface de leur planète, il devrait y avoir une queue de 3 km à l'entrée de la station pour tenter de voler les caissons de stase. On peut aussi légitimement se demander comment, désaffectée ou pas, une station spatiale contenant des choses aussi dangereuses peut être laissée sans surveillance. Surtout avec les gens de Weyland-Yutani, littéralement obsédés par ces bestioles. En me faisant l'avocat du diable, je pourrais dire qu'ils l'ont laissée là, sachant qu'elle finirait rapidement dans la ceinture d'astéroïdes, mais pourquoi ne pas la faire péter tout simplement? Aussi, pourquoi s'emmerder à créer des mutations génétiques chez l'homme pour renforcer sa résistance, quand Weyland-Yutani a à sa disposition des androïdes parfaitement capables et solides? Je vous le demande. Tout ça n'a aucun sens. C'est effrayant. Vous me répondrez que tout ça n'est pas bien grave, ce qui est vrai, mais je vous rappellerai quand même que les 2 premiers aliens étaient bien mieux ficelés que ça. Tout se tenait et faisait sens. Alors c'est toujours pareil, hein. C'est pas parce que c'est de la science-fiction qu'on peut se permettre de laisser des trous partout dans le scénario. Il y a des règles à respecter un minimum. Mais peu importe. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le principal problème d'Alien Romulus, c'est qu'il est dépourvu de toute personnalité, de toute originalité, et il pompe sans aucune vergogne dans les films précédents, jusqu'à en reprendre parfois les pires éléments. Vraiment, ils se foutent de nous à la télé. C'est une sorte de créature de Frankenstein faite de morceaux de saga mal rafistolés les uns avec les autres. En gros, pour prendre une image, ça ressemble un peu à ça. Alors c'est pas du Andy Warhol, hein, c'est la créature de Frankenstein maquillée. Romulus, c'est ça. Voilà une liste non exhaustive de ce que ce simulacre de film pompe à la franchise sans prendre la peine de modifier quoi que ce soit. Alors on a des gens qui rampent dans un conduit étroit et suffocant, comme l'androïde Bishop dans Aliens, des ascenseurs grillagés un peu longs à réagir, remplis de courants d'air, très photogéniques pour prendre la pose avec les cheveux au vent, comme dans Aliens, des bestioles qui nagent sous la flotte, comme dans Alien Resurrection, des expérimentations sur la confiture noire qui créent des mutations génétiques hasardeuses, une des pires idées de Prometheus et de la franchise en général, un clone foireux de H, l'androïde de Alien, mais cette fois-ci avec la gueule de travers parce que le budget n'a pas suivi, la brume bleue avec effet laser des 2 premiers films, un alien qui vient coller son nez à Rain dans la cage d'ascenseur, scène directement volée à Alien 3, qui n'est pourtant pas une référence, mais cette scène en particulier est restée dans les mémoires pour son côté intrigant, c'est vrai. Un final d'une originalité déroutante avec expulsion dans l'espace depuis une baie de cargo comme dans Alien et Aliens. Excellente idée. Un androïde mis hors service juste au bon moment pour laisser l'héroïne se dépatouiller de la bestiole finale comme dans Aliens. Un ami blessé pendant le final comme dans Aliens avec X. Une Rain qui arrose les aliens pendant 2 minutes avec décompte des munitions, comme la scène des tourelles automatiques dans Aliens édition spéciale. Un ennemi final mutant aussi moche si ce n'est plus que celui de Alien Resurrection, qui ressemble à un mélange dégueulasse entre un ingénieur de Prometheus et un alien. Et puis avec tout ça, du vol de répliques, balancé au petit bonheur la chance pour faire des clins d'œil d'une lourdeur épouvantable aux fans de la saga. C'est un peu partout dans le film, mais surtout avec les androïdes. Je ne digère déjà pas le « You have my sympathies » dans la bouche du clone de H, mais il faudra aussi qu'on m'explique pourquoi l'androïde Andy parle comme Ripley ou comme Bishop dans Aliens. Voilà pour les vols et les emprunts à la saga, et si ça ne suffisait pas, Romulus nous propose un certain nombre de scènes d'une grande bêtise, dont voici un petit florilège. Par exemple, et c'est une nouveauté, on nous explique que l'on peut désormais se promener à côté des facehuggers à condition de ne pas faire de bruit et qu'il fasse super chaud, pour masquer la signature thermique du corps. Donc tu montes le chauffage, tu mets des charentaises et c'est gagné, tu passes à côté les doigts dans le nez. Dans un bon film, j'aurais éventuellement acheté l'idée, non sans une certaine réticence. Dans Romulus, apparemment, on peut aussi passer des coups de téléphone à côté à condition de ne pas se mettre sur haut-parleur. Enfin bon, c'est passablement grotesque, je n'insiste pas. On a aussi des comportements parfaitement idiots, par exemple quand Tyler se met à galoper comme un malade seul vers le nid d'Aliens parce qu'il a entendu Kay au loin alors qu'elle s'est faite embrocher en beauté quelques temps avant. C'est complètement crétin, mais c'est assez conforme à ce que j'ai vu dans d'autres films de Fede Alvarez, dans lesquels le QI des personnages chute brutalement en dessous de 10 parce que le script a besoin de les déplacer. Dans le registre des scènes bien débiles, on a les fameux jump scares aussi, des effets de surprise artificiels avec un gros coup de musique qui ont pour seul but de vous faire sursauter. Un exemple, quand Tyler rejoint Rain qui est derrière une porte avec hublot. Au lieu de lui faire un signe discret en cognant la fenêtre du poing, il va se jeter dessus comme un psychopathe en se collant le nez au carreau. Il y a aussi pas mal de problèmes avec l'androïde Andy qui tient plus de Superman que d'un synthétique. Il est capable de stopper un ascenseur d'une seule main, et on parle plutôt d'un monte-charge que d'un ascenseur parisien. Il peut aussi tomber d'une hauteur invraisemblable sans subir la moindre blessure. On savait qu'ils avaient une force surnaturelle, mais faut pas trop pousser non plus. Enfin, pour en finir avec les débilités, tout le monde aura remarqué que dans Romulus, il ne faut pas plus de quelques minutes à un alien pour naître, bien loin des 24-48 heures qui étaient la règle dans les films précédents. C'est assez perturbant parce que ça voudrait dire que désormais on peut faire n'importe quoi avec la franchise. Pourquoi pas une naissance en 15 secondes aussi pendant qu'on y est,
ou en 3 semaines parce que ça nous arrange pour rajouter du rythme, ou pour en retirer dans notre scénario pourri qu'on n'arrive pas à boucler correctement. Mon Dieu, quelle merde. Autre problème de taille, c'est l'héroïne Rain qui est beaucoup trop forte. Donc là, on sacrifie aux standards féministes des productions modernes en faisant mine de respecter la saga. Parce que oui, c'est vrai, Ripley aussi était très forte, surtout dans Aliens. Mais là, il fallait absolument que Rain soit incroyablement plus forte parce qu'on est en 2024. Comment faire ça? Facile. Sur la station, ils ont des armes automatiques similaires à celles des soldats dans Aliens, avec un petit plus, l'assistance à la visée. Résultat, Rain fait le boulot de 2 escouades de Marines à elle seule en dégommant un paquet d'aliens sans forcer en quelques minutes. Il va falloir qu'on m'explique aussi pourquoi les militaires de Aliens n'avaient pas cette technologie bien que les événements se déroulent bien après Romulus. C'est impossible. Comment cela a-t-il pu se produire? Alors vous allez me dire, reste-t-il quelque chose à sauver de ce naufrage? Eh bien pas grand chose honnêtement. Fede Alvarez tente bien quelques petites évolutions par-ci par-là, mais c'est loin d'être convaincant. En vrac, on découvre le cocon que forme l'alien avant de sortir à sa taille finale, on découvre que la cryogénisation peut permettre de retirer un facehugger d'une personne sans la tuer, et les androïdes ont des ports USB avec puces interchangeables derrière l'oreille. L'ouverture est d'ailleurs visible, ce qui soulève des questions concernant Ash dans le premier film puisqu'il se faisait passer pour un humain. Bon, si on défend le film, on dira que dans ce cas précis, ils l'ont masqué volontairement pour placer Ash incognito, blablabla, bref, tout ça passe mais ça reste un peu bancal. Et de toute façon, le film est définitivement entaché par cette ignoble créature finale qui ne vaut pas mieux que celle d'Alien Resurrection. Une créature d'un design très laid, qui grandit elle aussi en quelques minutes, merci la confiture noire qui permet tout et n'importe quoi, avant d'aller attaquer maladroitement les survivants de ce désastre. D'une manière générale, Alien part systématiquement en sucette quand il tente d'aborder le sujet des mutations et du clonage. C'était raté dans Résurrection, c'était foireux dans Prometheus, et c'est tout aussi naze dans Romulus. Il faudrait commencer à pouvoir assumer vos âneries. En conclusion, Alien Romulus n'a de vague intérêt que pour sa première partie, plutôt correctement menée, jusqu'à la première attaque des facehuggers, et je suis gentil quand je dis ça. Pour le reste, vous l'avez deviné, c'est de la soupe. Oui, la fameuse soupe dégueulasse qu'on nous sert désormais sur les fins de franchise comme Predator ou Alien. En réalité, Romulus vole tellement de choses aux épisodes précédents qu'il ne mérite pas sa place dans la saga. Ça aurait dû s'appeler Romulus An Alien Story, comme pour les abominables extensions de Star Wars, sauf pour Rogue One. C'est à peine digne d'un téléfilm, et c'est très comparable à Prey, le dernier sorti de la franchise Predator, qui nous proposait lui aussi une sorte de salade fadasse quand elle n'était pas carrément avariée. C'est de la merde. Au final, libre à vous de vous faire votre propre idée sur Alien Romulus, et si vous décidez de le visionner et de souffrir devant ce truc pendant 2 bonnes heures, vous avez ma sympathie. Bon courage, et à bientôt pour une nouvelle critique.